Salut à tous, j'espère que vous êtes tous en pleine forme les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau top 10. Et cette fois-ci pour les meilleurs moments et finishes du Pride Fighting Championship, la plus grande organisation des années 2000. Alors j'ai du coup sélectionné les plus grands moments et je les ai classés selon mes préférences. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire les amis, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo elle vous plaît. Et si vous voulez remercier du travail fourni, parce que ça me prend beaucoup de temps pour créer ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je remercie vraiment, un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, vous faites vraiment plaisir les amis. Alors on commence ce top 10 avec un 11e au classement, parce que j'ai vraiment pas réussi à en mettre 10, j'ai pourtant plusieurs mentions honorables, mais voilà, il y en a 11. Alors Alexander Emelianenko versus James Thompson au Pride numéro 28, le 31 octobre 2004. Alors j'ouvre ce classement avec un combat qui opposait le jeune frère de Fedor Emelianenko, Alexander, à l'anglais James Thompson. Alors deux poids lourds plutôt imposants. Et dès le début, on peut voir la différence entre les deux combattants. Il y en a un, il est bouillant, prêt à exploser, James Thompson. Et à l'inverse, Alexander, il a l'air à peu près de s'endormir ou alors à peine de se réveiller. Et regardez l'anglais, comment il regarde le russe. On a l'impression qu'il a envie de le tuer, alors que le russe, lui, il est tranquille. Et vous allez voir, le combat démarre sur les chapeaux de roue. Et Alex va pourtant expédier l'anglais en à peine 11 secondes. Thompson ayant chargé immédiatement comme un buffle, tout droit, sans réfléchir. Alors il va quand même pousser Alexander, le faire trébucher. Mais il va se faire toucher à la pointe du menton par les puissantes frappes d'Alexander. Donc en à peine 11 secondes, James Thompson est déjà KO. L'arbitre stoppe le combat. Il faut savoir qu'entre 2004 et 2005, Alexander il aura besoin que de 11 secondes pour ce combat-là, 15 secondes pour son combat suivant et 28 secondes pour son troisième combat suivant. Expéditif. Numéro 10, Antonio Rodrigo Nogueira versus Mirko Cro Cop Filipovic. Le Pride Final Conflict 2003, excusez-moi, le 9 novembre 2003. Alors, ce combat opposait deux jeunes, prodiges de l'époque. Jeune Cro Cop âgé à peine de 29 ans, qui était sur 3 finishes par KO au premier round et un palmarès de 7 victoires pour 0 défaites. Nogueira, quant à lui, 29 ans. Il venait de perdre sa ceinture 8 mois auparavant de champion du Pride Poids Lourd face à Fedor Emelianenko. C'était au mois de mars 2003. Il avait renoué avec la victoire, c'était au mois d'août 2003 face à Rico Rodriguez, l'ancien champion poids lourd de l'UFC. Sur le papier, Nogueira en tant qu'expert en jiu-jitsu brésilien, alors un palmarès de 20 victoires pour seulement 2 défaites, obtenues donc face à Fedor et Dan Anderson l'américain. Il était censé être favori dans les règles du MMA, Cro Cop lui venant du K1. Mais il avait une excellente défense de takedown de Cro Cop. Après, c'était peut-être pas suffisant si le combat partait au sol face à un combattant du niveau du brésilien. Et vous voyez, sur une tentative de takedown, donc il se retrouve sur le dos, le brésilien dans la garde du croate qui envoie de lourdes frappes, qui n'a pas peur d'aller au sol avec le croate qui lui montre qu'il peut aller dans sa garde, voilà, et tenter de le finir. Après, le combat va durer comme ça pendant plusieurs minutes. Et pourtant, pendant tout le premier round, qui dure 10 minutes, Mirko il évite toutes les amenées au sol quasiment et il punit le brésilien avec de puissants low kicks, middle kicks et des frappes en tout genre. Très compliqué pour Nogueira, le debout lui voulait absolument essayer d'emmener le croate au sol, mais c'était presque mission impossible. Le premier round a vraiment été un calvaire pour le brésilien et d'ailleurs Mirko passe pas loin de le finir avec son célèbre high kick du gauche à la toute fin du premier round. Et le brésilien a vraiment fait ce qu'il fallait pour survivre, mais ça a été compliqué. Il n'est pas passé loin du chaos. C'est ce que tous les combattants qui rencontraient Mirko Cro Cop à cette époque-là craignaient. Vous allez voir là dans les quelques secondes qui restent. Le fameux high kick du gauche. Boum! Ah, s'il restait quelques secondes de plus, là, ça aurait été compliqué pour le brésilien. Dans le deuxième round, le combat reprend, mais cette fois-ci, le brésilien va réussir à emmener le croate au sol. Et là, c'est là où c'est devenu vraiment compliqué pour Mirko Cro Cop. C'est que vous voyez, il passe immédiatement à la montée. Il commence à envoyer des frappes. Et là, Cro Cop, peu expérimenté en grappling et en jiu-jitsu brésilien, il va sacrifier un bras pour sortir de la position. Et il va immédiatement être pris en jujigatame et puis obligé d'abandonner.
on voit que la position montée, il sait pas vraiment comment réagir. Nogueira, il en profite pour envoyer quelques frappes. Voilà, sur ce grand handpan là, c'est là où Mirko, voilà, sur une tentative de sortie, il sacrifie donc son bras, pris en Jujigatame, il est obligé d'abandonner. Même Nogueira n'en revient pas, il vient de réaliser l'impossible, soumettre la terreur croate, Mirko Filipović. Ensuite, numéro 9, Quinton Rampage Jackson versus Ricardo Arona. C'était lors du Pride Critical Countdown 2004, donc le 20 juin 2004. Donc ce combat opposant l'Américain au Brésilien, c'est le combat qui allait déterminer le futur challenger à la ceinture du champion Wanderlei Silva. Rampage était en meilleur quand même en striking que Arona, plus à l'aise sur les pour être capable de faire plus de combinaisons. Le Brésilien cherchait quand même à emmener le combat au sol, mais Rampage défendait plutôt bien et Arona s'est retrouvé sur le dos une ou deux fois avec Rampage dans sa garde. Donc vous voyez, il cherchait le takedown à ce moment-là, il est obligé de se jeter sur le dos pour pas prendre, parce qu'au Pride on avait le droit au coup de genou à la tête, un adversaire qui était au sol. Donc, vous voyez, il se retrouve dans sa garde, obligé de travailler Arona sur le dos et de subir un peu la puissance de Rampage. Sauf que à un moment donné, à force de travailler sur le dos, le Brésilien va tenter un triangle. Mais subitement, Rampage, on va voir qu'il va attraper le bras du Brésilien et va lui affliger alors le plus puissant slam de l'histoire du Pride. Et le choc va être tellement violent que Rampage Jackson aura une grosse ouverture sur le front à cause d'un choc à la tête. On peut le voir ici sous un angle différent. La puissance du slam sur le tatami va immédiatement KO'ter complètement Ricardo, et les deux coups de poing marteau qui suivent ne changeront pas grand chose. Arona est KO, et ce slam restera un des KO les plus spectaculaires de l'histoire de l'organisation. Numéro 8, Wanderlei Silva versus Mark Hunt, le Pride Shockwave 2004, donc le 31 décembre 2004. Alors ce combat opposait le champion middleweight du Pride, donc Wanderlei Silva, sur 27 victoires et seulement 3 défaites, au néo-zélandais Mark Hunt, qui était champion du K1 2001 avec un palmarès en MMA de seulement 2 combats, 1 victoire et 1 défaite. Et en plus, ces 2 premiers combats, Mark Hunt les avait fait la même année en 2004. Donc c'était vraiment ses débuts. Alors sur le papier, Hunt ne partait clairement pas favori, mais la différence de poids est telle, et surtout la puissance de KO, qui alors, elle était déjà connue de tous à cette époque-là. Silva était beaucoup plus prudent qu'à l'habitude. Et il va être obligé de contrôler grâce à son expérience et son explosivité, le début du combat, jusqu'à ce qu'il réussisse à emmener quand même Hunt au sol. Donc Silva, il va en profiter de cet avantage pour contrôler une bonne partie du premier round. Hunt, il va subir sans prendre vraiment trop de dégâts. Juste, il va être contrôlé pendant une majeure partie du premier round. Après, le combat va se relever et sur un échange, à un moment donné, vous voyez, Silva est assez agressif, il va se faire toucher par un parpaing qui va le sonner un petit peu et va le forcer à se mettre un peu en mode survie sur le dos. Hunt va alors reprendre le dessus un petit peu et gagner un petit peu des minutes de contrôle. Hunt vraiment à l'aise, va même tenter à un moment donné carrément un saut avec les fesses en premier directement sur Silva comme ça, vous voyez. Envoyer 120 kg directement, c'est même pas avec les pieds en avant, c'est directement les fesses en avant. Même sur la plupart des échanges du deuxième round debout, Wanderlei Silva il va être dépassé par la puissance, vous voyez. Mark Hunt il lui a envoyé des parpaings et il encaissait tout ce que Silva lui envoyait, regardez ça. Une énorme droite qui va projeter Wanderlei au sol. Alors il n'y a pas de KO mais sonné et il va subir, il va subir jusqu'à la fin du combat avec Hunt dans sa garde à encaisser les frappes. Le combat pour la décision va aller jusqu'à la décision et c'est Mark Hunt, c'est finalement le néo-zélandais qui remporte la victoire par décision partagée face au redoutable brésilien, donc The Axe Murderer. C'était sa première défaite, la première défaite du champion sur le ring du Pride. Lui qui était craint par tous ses adversaires, il n'avait pas perdu depuis 18 combats en 4 ans. Sa dernière défaite remontait alors au début des années 2000 à l'UFC 25 face à Tito Ortiz.
Numéro 7, Mirko Cro Cop Filipovic versus Alexander Emelianenko. Alors ce combat opposant le Croate au jeune frère de Fedor, Alexander, c'était pour Mirko le premier combat sérieux entre guillemets après sa défaite subie face à Antonio Rodrigo Nogueira. Mais c'était au mois d'avril de la même année, mais après 2 adversaires entre guillemets faciles, Alexander était bien plus dangereux sur le papier. Même s'il avait que 3 combats en MMA, il s'agissait quand même de 3 victoires impressionnantes. Puis il s'entraînait avec son frère dans le même club en Russie, qui avait formé le champion russe. Mais dès l'entame du combat, il n'écoutait pas vraiment les conseils de son frère. Alexander, il fonce un petit peu tête baissée sur Mirko, en essayant de le mettre rapidement KO. Mais le Croate, il avait de l'expérience, énormément de combats au K1, il tourne, il esquive intelligemment. Et sur une énième tentative de frappe de d'Alexander, qui se retrouve coincé dans la cage contre le coin du ring du Pride. Il va subir un contre qui va le toucher, qui va le sonner. On va voir que Mirko Cro Cop, il va en profiter à ce moment-là, il va accélérer. Vous voyez, il prend même un gros coup de genou à ce moment-là, mais il lâche pas, il continue. Ça fait même pas 1 minute que ça a commencé et là, il cherche le coup dur, là il cherche vraiment à casser la distance et surtout à ne pas prendre cette fameuse jambe gauche. Oui, il essaye vraiment absolument de rentrer au contact. Et là, vous voyez, vous allez voir, il va essayer d'envoyer vraiment encore un énorme crochet puissant. Et il va se retrouver du coup contre le coin du ring. Voilà, à ce moment-là, et c'est là qu'il va se prendre un contre. Cro Cop, il accélère. Il sent qu'il peut en finir. Là, il sent que son adversaire est sonné, il le laisse se relever. Et là, c'est le début de la fin pour le jeune frère de Fedor Emelianenko. Un gros middle. Il est encore sonné, ouais, il n'est pas encore retourné sur ses jambes complètement. Et il est encore là, par contre. Voilà, on sent qu'il avait un petit peu récupéré peut-être, mais... Ah, vous allez voir, il va prendre le fameux high kick jambe arrière. Plus quelques frappes inutiles. Il est complètement KO. KO vraiment spectaculaire. Retour réussi à l'époque pour Mirko Cro Cop. Numéro 6, Takanori Gomi versus Nick Diaz. Le Pride 33, c'était le 24 février 2007. Alors pour son passage aux États-Unis, l'organisation japonaise, elle oppose le champion et la star du Pride, donc Takanori Gomi, à l'américain Nick Diaz, qui venait de quitter l'UFC en 2006 sur 2 victoires contre Josh Neer et Gleison Tibau, et toutes les 2 par finish. À cette époque, Gomi il est sur 13 victoires et une seule défaite. Il détruit tous ses adversaires et sur le papier, Diaz ne devrait pas lui poser trop de problèmes, mais en tout cas c'est ce que devaient penser les dirigeants du Pride. Et pourtant, le japonais commence à être, même s'il commence assez bien le combat, il va rapidement être dépassé par le débit de coups et par le rythme imposé par Nick Diaz. En tout cas, dans les premières minutes, ça se passe plutôt bien pour le japonais. Vous voyez, il essaie absolument de finir Nick Diaz très rapidement. Le combat va durer une bonne partie du premier round où Gomi va contrôler Diaz au sol. Mais dès que ça va se relever, Diaz il va envoyer, comme je le disais, un gros débit de coups. Et ça va commencer à devenir compliqué pour Gomi. Il fait finir tout de même, vous voyez, par envoyer Diaz au sol sur un contre. Et il va poursuivre pour essayer de terminer Nick Diaz en grand end pound ou éventuellement par soumission. Parce que Gomi il était quand même assez complet, capable de soumettre comme de terminer avec ses points. On voit qu'il reste à peine 1 minute dans le premier round et déjà Gomi qui a envoyé beaucoup dès le début, très fort, commence à être cramé. Vous voyez, on voit la bouche ouverte, il envoie fort, alors que Diaz, lui, c'est comme Ned Diaz, c'est des diesels. Plus le combat avance et plus ils sont forts. Vous voyez, il commençait à sentir qu'il n'y avait plus trop de danger debout. Pourtant, Gomi, lui, il était capable d'éteindre sur un seul coup, alors que Diaz, c'était pas vraiment le cas. Et là, pour Gomi, ça devenait vraiment compliqué. Il commençait à prendre de plus en plus de coups et pourtant, il restait que quoi 30 secondes, à peine 30 secondes dans le premier round, mais ça devenait vraiment difficile. Il était en mode survie, le japonais déjà. Ensuite, dans le deuxième round, ça va être encore pire.
Là, il va tellement subir debout qu'il va plonger au sol. Et là, il va subir c'était une soumission inédite pour l'époque. Une gogo plata. Sachant que voilà, Ned Diaz était quand même sous la tutelle de César Gracie. Et au final, Gomi va s'endormir et obliger l'arbitre à stopper le combat. Et contre toute attente, Nick Diaz l'emporte. Mais la victoire sera malheureusement transformée en no contest. Nick Diaz étant testé positif au cannabis. Les Diaz fidèles à eux-mêmes. Numéro 5, Wanderlei Silva versus Quinton Rampage Jackson. Numéro 2, Pride 28, le 31 octobre 2004. Alors après sa victoire par KO avec son super slam spectaculaire sur Ricardo Arona, Rampage y méritait donc sa chance face au champion Wanderlei Silva. C'était donc un combat revanche pour l'Américain. Il avait effectivement perdu en finale du Grand Prix 2003 après une lourde défaite par KO technique. Cette fois-ci, Jackson il avait mis au point une stratégie de défense face au large crochet dévastateur de Wanderlei Silva, avec une garde très haute, et il tentait de le toucher en contre. Et ça a plutôt bien marché dans le premier round. Il a réussi à prendre l'avantage sur Silva. Wanderlei, lui, comme à son habitude, voilà, crochet large, vous voyez la garde de Rampage, qui essaie vraiment de protéger la plupart des coups, les coups de genoux avec le clinch. Et au final, Rampage, il va encaisser là, bloquer la plupart des coups, et c'est lui qui va réussir, voilà, à envoyer en contre et envoyer Wanderlei au sol et à prendre l'avantage en top position. Il va rester en contrôle comme ça sur Wanderlei une bonne partie du premier round. Mais à un moment donné, sur une accélération dans le deuxième round, il finit par se faire toucher quand même. Et le combat reprend la même tournure que lors du premier affrontement, à savoir un clinch façon Muay Thai et des puissants coups de genoux au menton. Rampage, il essaye de résister, mais vous voyez, il finit complètement KO, accroché sur les cordes du ring. On peut voir sur le replay, regardez, vous allez voir sur les terribles coups de genoux quand il termine sur les cordes. Son crâne complètement ouvert qui pisse le sang. Le visage complètement détruit. Wanderlei Silva restera donc champion 3 années supplémentaires. Numéro 4, Mirko Cro Cop Filipovic versus Kevin Randleman. Pride Total Elimination 2004, le 25 avril 2004. Ce combat, donc opposant le Croate à l'Américain, c'était sur le premier tour du Grand Prix 2004. Et sur le papier, Kevin Randleman, il avait peu de chances de l'emporter. Mirko étant trop dangereux en striking. Et Kevin comptait sur sa lutte pour s'imposer. Lui qui s'entraînait donc avec son mentor et son ami toujours Mark Coleman, qu'on a vu récemment à l'UFC 300 remettre la ceinture BMF autour de la taille de Max Holloway, qui venait donc de la team Hammer House. Mais Kevin il restait sur 2 défaites en 2003 par KO technique et par soumission face à Rampage et face à Kazushi Sakuraba. Alors que Mirko, après sa défaite contre Nogueira en 2003, il était sur 2 victoires par finish. Donc personne ne donnait cher de la peau de l'Américain. Mais l'Américain, contre toute attente, après quelques takedowns puissants, le combat retourne au centre du ring et il va toucher Cro Cop avec un énorme crochet. Si puissant que Mirko il va s'écrouler direct et il n'aura pas vraiment le temps de récupérer. Vous voyez là, il tourne pour essayer d'esquiver le fameux high kick jambe gauche que tout le monde craignait. Et là, regardez. Boum. Et Mirko, il n'a pas vraiment le temps de récupérer à ce moment-là. Il va se faire finir par KO, par des coups de poing marteau extrêmement violents. Et l'Américain, il avait choqué le monde en battant par KO la terreur du K1 et du Pride, Mirko Cro Cop. On voit Chuck Liddell qui soulève ici Randleman, qui le félicite. C'était vraiment extrêmement choquant pour l'époque de voir Cro Cop dans cet état-là. Top 3, c'est parti. Numéro 3, donc Fedor Emelianenko versus Kevin Randleman. C'était lors du Pride Critical Countdown 2004, le 20 juin 2004. Ce combat opposant le champion russe à l'Américain, c'est le deuxième tour du Grand Prix 2004. Kevin ayant battu Mirko Cro Cop, Fedor, lui, il avait battu Mark Coleman, donc le mentor de Kevin, au premier tour. Et encore, Kevin, il part pas favori. Fedor est meilleur que lui à peu près dans tous les domaines, sauf la lutte peut-être. Et Kevin ne cherche pas à engager debout. Il attrape Fedor pratiquement dès le début, le projette immédiatement au sol, dans le coin du ring. Vous voyez,
Fedor, bah, il essaye voilà, de ne pas se faire emmener au sol, mais voilà, face à un lutteur aussi puissant que Randleman, c'était presque mission impossible à partir du moment où il vous avait attrapé comme ça. Mais Fedor, voilà, c'est pas facile de le garder au sol non plus, hein. Il venait du il faisait du sambo, il venait de Russie, hein. Il s'entraînait énormément aussi au sol, et il était très très fort au sol. Et il était capable, voilà, d'envoyer un gros coup de pulsion comme ça, mais il va donner son dos. Et Kevin en profite et lui place un suplex super spectaculaire. Et le Russe, il atterrit littéralement sur la nuque. Et là où 99% des humains, ils seraient KO ou même morts, The Last Emperor, il survit. Et il parvient même, vous voyez, à retourner la situation. Kevin, il n'avait pas une bonne position. Et avec quelques frappes à la tête, il va forcer Kevin à lâcher. Parce que là, pour l'instant, Randleman, il s'accroche. Tant bien que mal. Mais il n'était pas, lui, à l'inverse. Sur le dos, Randleman, c'était compliqué. Il n'avait pas vraiment les réflexes de Jujutsuka. Vous voyez, il est obligé de lâcher son bras. Là, il donne un peu son bras à ce moment-là. Et Fedor, bah, il va tenter une Kimura. Et il va forcer Kevin à abandonner. L'arbitre va arrêter le combat. Et au final, le combat, il durera que 1 minute 33. Mais il restera dans les annales du MMA. Pour revoir, voilà, cette super projection que je mets souvent en début d'entrée de mes vidéos. Magnifique. Numéro 2, Mauricio Shogun Roi versus Antonio Rogerio Nogueira. C'était lors du Pride Critical Countdown 2005, le 26 juin 2005. Donc ce combat qui se déroule pendant le deuxième tour du Grand Prix 2005, il oppose à l'époque deux jeunes prodiges brésiliens, 23 et 28 ans il me semble, pour les 23 ans pour Mauricio Shogun Roi. Donc c'est la chute et boxe face à la BTT à l'époque. Et c'était deux jeunes prodiges du Pride, 9 victoires pour une défaite pour Shogun, contre 11 victoires pour une seule défaite pour Nogueira. Donc les deux sont très complets, avec un style plus agressif pour Shogun et un style, style Muay Thai, hein, et un style plus JJB pour Nogueira. Alors Mauricio, il prend quand même l'avantage au début. Il réussit à prendre l'ascendant un petit peu déjà en pied-point. Il réussit à emmener Nogueira au sol et il commence à le contrôler. Vous voyez, ça démarre très très fort, hein, les deux, ils étaient jeunes, ils avaient faim. Donc il va contrôler au sol une bonne partie des 3 premières minutes, hein, avec tenter même ces célèbres écrasements de tête de spécial chute et boxe. Après, Nogueira défendait vraiment bien, vous voyez, hein, ça passe pas à chaque fois ce genre d'écrasement qu'il a placé nombre de fois ses adversaires avant. Nogueira défend vraiment bien, même le stomp. L'arbitre va relever les deux combats. Et là, Shogun va se faire toucher par une gauche qui va le sonner. Une droite, pardon, qui va le sonner, vous voyez. Rogerio va accélérer, mais Roi va tenir bon. Il va même reprendre l'avantage. Il va pas lâcher, vous voyez. C'est même lui qui va retoucher alors qu'il vient d'être sonné. Vraiment un guerrier Shogun, hein, avec son combat contre Dan Anderson à l'UFC. On sait que c'est vraiment un pur guerrier. Il va réussir à emmener Nogueira au sol pour pouvoir récupérer un petit peu. Il va dominer l'ensemble du premier round quand même. Du coup le combat repart debout et on peut voir que la guerre continue, hein, vous voyez, ça prend des coups, ça envoie, ça touche. Et Shogun, il avait vraiment il avait un meilleur clinch. Il arrivait à faire de belles projections, sauf parfois, vous voyez là, et à un moment donné, il a même passé un petit moment sur le dos. Nogueira a pu essayer de travailler un petit peu. Le deuxième round sera un peu la même physionomie que le premier. On en retrouvera Shogun, voilà, qui domine sur les échanges en striking. Même si Nogueira se débrouille très bien, ils avaient une très bonne boxe, les frères Nogueira aussi à l'époque, hein. Mais voilà, le style de Shogun plus complet, avec surtout les jambes, avec le Muay Thai, il touchait quand même beaucoup plus. Et il continuait dès qu'il en avait l'occasion à emmener Nogueira au sol, vous voyez. Ces échanges, voilà, très brutal. Ouais, Vanderlei Silva qui regardait ce combat de très très près, qui surveillait son jeune poulain Shogun. Vous voyez, encore une projection réussie. Ce combat, il n'y a pas de finish, mais c'est une véritable guerre entre deux jeunes loups affamés, extrêmement talentueux pour l'époque et en avance sur leur temps. Un des meilleurs combats sans finish de l'histoire du Pride. Shogun remportera le combat par décision.
Et enfin, numéro 1 du classement, Fedor Emelianenko versus Mirko Cro Cop Filipovic. C'était lors du Pride Final Conflict 2005, le 28 août 2005. Alors ce combat, appelé le combat du siècle en 2005, il oppose les deux meilleurs heavyweights du Pride à l'époque, Fedor, champion incontesté et invaincu de l'organisation, et Cro Cop, son plus gros adversaire au niveau de la difficulté, de l'adversité qu'il a rencontré en l'affrontant. Fedor, il avait alors battu tout le monde, même 2 fois Antonio Rodrigo Nogueira. Il avait vengé sa seule défaite face à Tsuyoshi Kosaka. Il ne restait que Mirko Cro Cop sur son chemin. Lui, le Croate, il était sur une série alors de 7 victoires avec 6 finishes. Les deux étaient vraiment au sommet de leur art à ce moment-là. Le combat, il est extrêmement disputé d'ailleurs. Debout, Mirko, il va avoir vraiment un temps fort. On va le voir, il va réussir à toucher Fedor avec une gauche. Il va le faire vaciller. Après 5 minutes d'échange. Vous voyez là, il le touche. Fedor vacille. Cro Cop accélère, tente de le terminer. Fedor répond avec une énorme droite. Le high kick qui passe juste au-dessus de Fedor. Et derrière, il réussit à emmener Mirko Cro Cop au sol. Alors Mirko défendra vraiment bien. Mais il se fera dominer sur la fin du premier round. Vous voyez, il défend bien, il laisse pas Fedor vraiment s'installer. Fedor était vraiment adepte du grand Nenpan, extrêmement dangereux, très puissant, et Cro Cop va vraiment bien protéger. On peut voir Fedor déjà bien touché au visage. L'arbitre qui les remettait au centre du ring. Vous voyez Fedor essayer de passer la montée, mais voilà, Mirko défendait bien. Ne prenait vraiment pas trop de frappes significatives. Il était dominé, mais il défendait bien. Il bloquait bien le bras. Il essayait de ne pas prendre trop de frappes. Dans le deuxième round, le grappling et tout le combat au sol du premier avait vraiment beaucoup fatigué le Croate. Il se fera un petit peu rouler dessus, vous voyez, même sur les échanges, Fedor passera vraiment le reste du combat à lui marcher dessus. Il y aura toujours quelques fulgurances de Mirko, toujours les middle, sa jambe gauche arrière, voilà, vous voyez, même le high kick qui reste très dangereux. Fedor devra rester prudent jusqu'à la fin du combat. Mais voilà, à cause du cardio, ça va vraiment devenir de plus en plus difficile. Fedor, lui, plus frais physiquement, réussira à garder le contrôle jusqu'à la fin. Sur la fin du combat, vous voyez, sur les 30 dernières secondes, ça deviendra compliqué pour Cro Cop qui sera un peu en mode survie. Complètement cramé. Le combat a vraiment été difficile physiquement. Et vous voyez même, voilà, il s'est emmené au sol assez facilement. Fedor prend pas de risque, il reste moins de 20 secondes. Il reste dans la garde du Croate jusqu'à la fin. C'est vraiment une guerre qui a duré donc 10 minutes le premier round et 5 minutes le round 2 et 5 minutes le round 3. Ils ont vraiment livré un des plus grands combats de l'histoire du Pride. En tout cas, c'était le combat entre deux poids lourds avec le plus haut niveau technique pour l'époque. Ouais, ils terminent le combat les deux sacrément amochés quand même. On voit Fedor a de grosses marques sur le visage, Mirko aussi. Complètement épuisé. Fedor l'emportera donc à la décision des juges. Mais Mirko lui aura apporté une réelle opposition. Vraiment un des meilleurs combats de l'histoire du Pride.